coup, va débuter l'atelier musique et handicap. Je vous laisserai vous présenter. Et il y a des places devant. N'hésitez pas. Bonjour à tous. On va se présenter, Sylvie et moi-même. Et puis après, on va vous proposer de rapidement faire un petit tour de table. Vu qu'on n'est pas non plus sur une grande assemblée, on s'est dit que ça mettrait plus de convivialité. Et comme ça, on pourrait adapter peut-être certaines de nos réflexions en fonction d'où vous venez et de ce que vous faites dans vos structures. Donc moi c'est Chloé, je travaille à l'association des Transmusicales. C'est une association qui existe depuis notamment 1979 avec un festival qui porte le même nom, qui sont les rencontres transmusicales de Rennes. Et on a aussi une salle de concert en centre-ville qui s'appelle Lubu et plein de projets d'accompagnement de personnes et d'artistes tout au long de l'année. Alors moi je suis Sylvie Gant, je suis chargée de l'accessibilité des champs libres et accessoirement aveugle. Voilà. Et vous, qui êtes-vous? Peut-être on peut commencer par la gauche et puis on balaye comme ça. Moi c'est Julie, je travaille à la médiathèque de Mayenne. Jennifer et je travaille pour la bibliothèque de Dunkerque. Donc réseau. Théodora Maurice et je m'occupe je suis responsable de la pratique musicale dans les bibliothèques de Nancy. Johanna Duflo, je travaille à la bibliothèque Oscar Niemeyer du Havre dans le rayon musique. Florent Couteau, je travaille à la médiathèque du Conservatoire de Nantes. Alexis Adam, je travaille à la bibliothèque des Champs Libres à Rennes et à la médiathèque de Vezin-le-Coquet, juste à côté de Rennes. Léo Clisson, je travaille à la bibliothèque de Saint-Jacques-de-la-Lande, à la programmation et aux sections musique. Léo Amédouane, je travaille en Seine-et-Marne sur une bibliothèque qui est dans un réseau de 12 médiathèques, donc 14 médiathèques, pardon, et je travaille en musique et j'ai un volet accessibilité. Okay. Clément, moi je suis en bibliothèque municipale à Lannion, dans les Côtes d'Armor, et je suis entre la musique et la bande. Mathieu Leroux, je travaille à la médiathèque de Séné dans le Morbihan, des Lannes, sur le front CD, DVD et l'animation multimédia. Laurent Noblet, je suis à la médiathèque départementale du Morbihan et je m'occupe accessoirement de la musique. Marie Bourraillé, je suis chargée de médiation musicale à la bibliothèque départementale des Ardennes, donc à Charlie-Mézières. Et j'essaie de mettre en place justement avec ma collègue de l'accessibilité, travailler du coup, sur les handicaps et notamment aussi les enfants autistes. Bonjour, je m'appelle Florence Payan et je travaille à Lyon dans un service qui est plutôt proche des bibliothèques départementales. Bonjour, Bruno, bibliothèque de Montreuil. Et moi, Loane, donc, je travaille à la médiathèque de Vénissieux. Je suis responsable de musique. Bonjour, Sylvie, je travaille dans une petite médiathèque de Dole de Bretagne en Ille-et-Vilaine et j'accueille les publics chez personnes en frénésie, des situations fragiles. Et Barbara, je travaille à la médiathèque à Nice, à Villeurbanne, à côté de Lyon. Et on a une école d'enfants malvoyants qui vient souvent. Donc on essaie de mettre en place. Et Fanny Guillouard, journaliste bibliothèque à Livre Bio. On voulait un peu savoir, parce que c'est vrai qu'en fonction de vos structures, vous n'êtes pas tous amenés à travailler forcément la même chose. Moi, je ne suis pas du tout bibliothécaire. Sylvie, elle est référente dans un lieu où il y a une bibliothèque, mais voilà, c'est moins nos... Je ne le suis pas non plus, quoi. Voilà, on n'est pas forcément de ces formations-là, donc n'hésitez pas à nous interroger ou à nous poser des questions si vous avez besoin qu'on précise des choses. Un des premiers sujets, du coup, on a un peu essayé de préparer avec Sylvie. Sylvie et moi, on travaille des fois sur des projets en commun. En tout cas, il faut savoir que Sylvie est un peu la personne référente à Rennes sur pas mal de questions d'accessibilité. C'est vrai, elle fait partie des personnes ressources. Et du coup, c'est un des sujets qu'on abordera dans ce qu'on voulait parler, mais la notion de ressources sur votre territoire, donc d'avoir votre Sylvie, de trouver votre Sylvie dans vos régions.
Une des premières choses que tu m'as parlé, c'est de la question de la fracture numérique. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, et tu m'avais beaucoup parlé de l'importance de la collection de l'objet. Oui, c'est vrai que parmi les nombreux sujets qu'on a évoqués toutes les deux, c'est que je sais que c'est une préoccupation importante, les collections, notamment en matière de musique. Et puis on se disait que pour pas mal de personnes, l'objet physique restait important. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai une mission accessibilité, pas une mission handicap. C'est donc destiné aux personnes handicapées, aux personnes âgées et aux personnes malades, et puis au confort de tous les autres. Et on s'aperçoit que quand même chez les trois publics un peu plus fragiles, handicap, âgés, malades, l'objet physique, il est encore très préconisé. On a pas mal de geeks aussi qui aiment bien tout ce qui est virtuel, faut pas non plus exagérer, mais ça a quelque chose pour certains publics de rassurant d'avoir vraiment un objet concret pour tous ceux qui ont des difficultés cognitives, intellectuelles, tous ceux qui ont aussi pas trop d'attrait justement pour tout ce qui est numérique et tout ça, les personnes âgées pour certains, ça a quelque chose de vraiment de concret, un objet. Donc je pense à conserver parce que ça peut être aussi un bon outil de médiation. Oui, parce que je suppose que peut-être vous vous interrogez, toi en tout cas il y a beaucoup de personnes qui des fois peuvent interroger la question de la collection et de l'objet, notamment sur la musique. Voilà, et du coup je trouvais ça intéressant que Sylvie elle amène ce regard-là sur la question de l'accessibilité par l'objet, contrairement à où du coup peut-être même nous, tu vois, Rennes Métropole qui développe de plus en plus le service en ligne, etc., et qui vient aussi parfois recréer une fracture à ce niveau-là. Voilà. Ouais, parce que c'est pas forcément évident de conceptualiser un outil numérique. C'est quoi un fichier MP3 concrètement? Ça peut effectivement se manipuler, mais ça se manipule pas directement. Il faut passer par un outil, et pour bon nombre de personnes, c'est trop compliqué et d'emblée c'est décourageant. Tandis que un bon vieux vinyle ou un CD ou un instrument de musique concrètement, ça enlève des supports intermédiaires, quoi. Après, on avait envie de parler de la notion d'accueil des publics et de coopération. On a pas mal évoqué ça. Donc nous, on va parler de ce qu'on connaît sur notre territoire. Nous, du coup, Rennes Métropole, il y a la gratuité dans absolument toutes les médiathèques de la métropole. Tous les lieux sont pensés quand même tournés vers l'ouverture, l'accueil, et voilà. Et c'est une chance. C'est une chance sur notre territoire, on en est assez conscient. Et beaucoup des médiathèques et réseaux fonctionnent avec des programmations, vraiment dans les lieux, et notamment une grosse programmation de concerts. Il y en a évidemment au Champ Libre, mais il y en a sur tout le territoire. Nous, en tant que du coup, festival de concerts, on a la chance de pouvoir proposer des concerts dans ces médiathèques. Et ce que je voulais préciser, c'est qu'ils sont financés par les médiathèques. Et c'est encore une fois, c'est ce travail de réseau et de coopération qui fait que ça fonctionne. Parce que nous, on vient programmer des concerts, mais on n'aurait pas les financements pour pouvoir en proposer encore plus. Et donc, c'est les médiathèques qui viennent prendre dans leur fonds et à financer des artistes que nous, on propose. Donc, en plus, il y a un peu un côté... ils nous laissent la main au festival, ils nous font pleinement confiance en disant, voilà, on met le cadre budgétaire quand même. On ne fait pas venir le groupe du Japon juste exprès pour un concert, et encore, au Champ Libre, pendant le festival, on le fait, mais voilà. Mais on vient, voilà, on a vraiment cette... Ça se complète. Voilà, on vient cette carte blanche, donc ça, je voulais quand même le noter.
Et du coup, ce travail de coopération entre les acteurs, elle est hyper importante pour qu'on mette en place des choses. Et nous, on souhaite vraiment aller dans les médiathèques parce qu'on sait que c'est là, c'est le relais. Vous êtes des lieux relais d'information pour tous les publics et toutes les personnes de la métropole. Nous, on a parfois des difficultés en tant que festival à s'adresser à d'autres personnes que ceux qu'on connaît ou qui sont déjà dans nos réseaux, sur nos newsletters, dans nos réseaux sociaux. Et finalement, aller en médiathèque, c'est une façon de compléter notre projet en le présentant sur notre territoire et aussi de le présenter du coup en dehors de Rennes. Parce que des fois, on a un festival un peu, en tout cas de base un peu centraux rennais. Et du coup, le fait de pouvoir le proposer sur la métropole, voilà, c'est hyper important. Et du coup, aussi bien on se voit entre réseaux et on communique ensemble en disant on fait une date à Saint-Jacques tel jour, on fait une date plutôt dans le sud de la métropole tel jour, on va faire une expo à tel endroit, etc. Et comme ça, tous ensemble, on travaille à proposer des choses qui ne vont pas se faire concurrence voilà, en même temps. Et pour revenir à notre question de l'accessibilité handicap, c'est aussi comme disait Sylvie sur la notion d'accessibilité, qu'on ne vient pas forcément la regarder tout le temps sur la question du handicap. C'est pareil, le fait déjà de faire de la gratuité dans des lieux ouverts qui ne sont pas des salles de concert. C'est déjà rendre accessible des propositions de musique. Il y a des gens, ils passeront jamais les portes d'une salle de concert. Et donc le fait de pouvoir le faire dans les médiathèques, et c'est pour ça aussi qu'on milite à le faire les propositions vraiment dans les espaces de médiathèques et pas forcément dans les auditoriums, etc. Je pense par exemple au Reux où il y a un très bel auditorium. Pendant longtemps, on a fait des choses dans l'auditorium et on s'était plutôt dit, en lien avec la médiathèque, non, en fait, on va le refaire au centre de la médiathèque pour que ça profite à tous et que ça se voit aussi. Voilà, il y a vraiment cette notion de se voir. J'ai eu l'impression que ça a un peu évolué. Quand moi je suis arrivée, on sentait encore pas mal des fois de réticence en disant ça va faire du bruit, ça va gêner. Et maintenant c'est plus du tout le cas. J'ai vraiment pas de... Il y a peu d'espaces qui me disent ça va être compliqué de qu'on fasse ça. Voilà, donc je sais pas vous comment ça se passe dans vos structures, mais ça je trouve ça hyper important, le fait de pouvoir mettre... Oui. Et les artistes acceptent de jouer dans des conditions compliquées pour eux? Ouais, et c'est une bonne question, mais alors on le présente toujours de cette manière-là aussi, quand entre guillemets on vend la session, on explique que ça jouera du coup en effet sans scène et sur une sono réduite. On a la fiche technique de notre sono et on dit voilà, c'est ces conditions-là. Et en fait, ça se passe toujours bien. Mais parce qu'en effet, on les a expliqués. Voilà. Et c'est un concert en supplément d'un concert qui se joue sur une scène ailleurs. Ouais, alors en fait, nous, on travaille beaucoup sur les concerts qu'on va proposer dans les médiathèques sur nos artistes accompagnés ou sur des artistes locaux, puisque pour éviter quand même des frais de déplacement qui pourraient être trop importants, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un espèce de parcours qui se fait et l'avantage d'avoir les artistes accompagnés, c'est qu'ils sont dans un dispositif où ils ont des répétitions, etc. Ils font une tournée et dans la tournée, il y a aussi bien d'aller faire une date à l'Econova, qui est une grosse salle à Vannes, à l'Ubu, que d'aller jouer dans une médiathèque. Voilà. Et ça se finit par un passage au transmusical. Donc oui, il y a un peu ce concept de parcours. Et en plus de ça, en plus du concert, depuis quelques années maintenant, on essaye de mettre en place derrière, tout de suite après le concert, une rencontre. Voilà. Et de manière assez informelle, on la travaille. C'est pas une rencontre qu'on travaille. Il n'y a pas besoin d'avoir un modérateur. Voilà, c'est une chose assez simple. On dit aux artistes... tout de suite après le concert, recommencez pas à ranger, tout de suite on va inviter les personnes à poser des questions. On a souvent préparé 2-3 questions nous de notre côté pour un peu décoincer si au début c'est un peu difficile, mais il n'y a pas besoin d'avoir un temps de préparation forcément très long. Et on voit que ça fonctionne pareil assez bien, les gens assez rapidement le font de manière osent, voilà. Et ça, pareil, ça casse un peu ce truc-là. Et moi, j'ai des souvenirs de concerts pendant des transmusicales en médiathèque, mais incroyables, où
il y avait un artiste qui était monté sur les étagères, etc., qui avait fini il a retiré la chemise, sur les étagères et tout. Bon, voilà, c'était super. Donc voilà, cette notion d'accessibilité, je trouve des propositions. Faut monter sur les étagères sans chaise. Et voilà, et puis. Et en journée. Comment ? Et en journée. Et voilà. en journée. Et dans la notion en effet d'accessibilité, c'était vrai que c'est bien. Ouais, en fait, c'est de penser à tout ça. C'est nous en fait on fait que des concerts en nuit, des fois à la plupart payants, etc. Et là du coup de pouvoir venir proposer des concerts. Moi j'ai des gens, ils viennent au Transmusical que par les concerts qu'on va organiser en gratuité dans les métropoles. Et nous on les compte en tant que festivaliers, ces gens. À la fin, tous nos festivaliers, c'est aussi les gens qui seront venus dans les médiathèques faire une rencontre. Voilà. Donc c'est... Et du coup, nous, on vient, donc on fait la rencontre avec l'artiste, et puis nous aussi, on est là, on est présent, on va distribuer des flyers, on va pouvoir expliquer. Et on va, si on peut travailler avec les médiathèques aussi au relais d'information, évidemment, nous, on va communiquer sur notre site internet, on fait ces concerts-là. La médiathèque, elle va aussi communiquer, on fait ces concerts, on fait ce travail de cette programmation. Et nous, on vient essayer de trouver des fois des ponts entre nos structures. Nous, on a tout un travail d'accompagnement de structures sociales, médico-sociales, jeunesse. Parfois, les médiathèques aussi en ont. Et du coup, on essaye de penser à inviter chacun à ce travail un peu de réseau, de collaboration. Je sais que parfois, sur les territoires, dans les structures, on n'a pas le temps de le faire. Mais ça reste essentiel, en fait, pour faire venir des personnes. Et nous, en tant qu'acteurs culturels, ça ne nous prend pas forcément beaucoup de temps de penser peut-être un accueil pour ces personnes-là. Par exemple, avec Sylvie, on fait une présentation de programmation au Champ Libre, au Café des Champs Libres, vraiment du festival. Là, moi, j'avais une personne, je savais, qui était malentendante et qui m'a dit « Ah, mais quand je viens en présentation de programmation, j'entends pas grand-chose, etc. » Et je me suis dit, je sais qu'au Champ Libre, ils ont des boucles magnétiques. Je pose la question à Clarisse, je dis, Clarisse, moi, je sais que j'ai cette personne-là, elle peut pas venir aux présentations de prog à chaque fois parce qu'elle n'entend pas. Voilà, elle appelle Sylvie dit, nous, on a des boucles. Et on la met en place. Et toi, tu pouvais aussi en avoir. Enfin, moi, en tout cas, oui. Voilà, moi, je peux aussi en avoir. Voilà. Pardon. Boucle magnétique. Vas-y, je te laisse expliquer. Une boucle magnétique, c'est un système d'amplification qui fait qu'à partir du moment où l'intervenant va parler dans un micro, sa voix sera amplifiée dans les appareils auditifs du visiteur. Donc, il y a des boucles fixes. Par exemple, dans les accueils, souvent il y a des boucles magnétiques d'accueil comme ça. Et puis vous avez ça nous on en a une dans l'auditorium, dans le planétarium, aussi au Champ Libre. Et puis il y a aussi des systèmes mobiles pour quand sur des visites guidées, le médiateur porte un émetteur auquel est relié le micro, et aux visiteurs on prête des petits boîtiers récepteurs auxquels on ajoute soit un casque d'amplification si la personne est malentendante mais pas appareillée, et si la personne elle a un appareil auditif, on prête un collier magnétique. On pourra en reparler, vous venez au Champ Libre demain, c'est le grand jour. Et puis on pourra en reparler au-delà, bien sûr. Clarisse vous donnera mes coordonnées si nécessaire après pour prolonger sur des trucs très pratiques comme ça. Mais c'est vrai, pour rebondir sur cet exemple, des fois il y a des enjeux dans la programmation, on veut que ce soit dans un lieu convivial, donc au Café des Champs Libres, mais du coup avec la vie qu'il peut y avoir autour. Et ce système, en fait, c'est vraiment plus confortable aussi, même pour les... Il suffit d'avoir un problème d'audition sans être vraiment malentendant, et c'est bien plus confortable. Et du coup, à partir du moment où il y a une amplification, que ce soit du micro de l'intervenant, ou du coup, là, il y avait un écran avec des extraits vidéo, des musiciens qui étaient programmés, donc, ou alors les instruments qui peuvent être sur scène, à partir du moment où c'est
ça passe par une régisson en fait. Ben là, ça ressort sur le casque et en fait, c'est même des fois plus confortable pour certaines personnes sans se dire malentendant. C'est un système qui est, comme tu le disais, c'est aussi du confort dans tous les cas, même pour d'autres personnes. Ouais. Donc l'enjeu d'être dans un lieu convivial, mais du coup avec un peu plus de bruit, et ben, d'avoir cette proposition, ça permet aussi plus de confort d'écoute pour certaines personnes du public. Et à travers cet exemple-là, ce que je voulais dire, c'est que là, c'est venu, entre guillemets, de nous, notre réseau à nous, de personnes, mais dans l'autre sens, si par exemple, si lui me dit, Clarisse me disait, bah, sur tel événement, j'ai un groupe qui va venir, ils ont telle situation de handicap, ils aimeraient bien échanger avec, je sais pas, quelqu'un des trans ou même les musiciens, et si tu penses que c'est possible, nous, on arriverait à le mettre en place ou de dire « Ah, il faudrait aller les chercher, il faudrait qu'on ait 2 bénévoles pour aller les chercher. Est-ce que tu crois que vous pourriez trouver des bénévoles ?» Je dis, voilà, je prends pas forcément un vrai exemple, mais ça serait des choses qui sont possibles à mettre en place. En fait, c'est en échangeant entre les personnes, voilà, vous, votre réseau de structure et nous, notre réseau de structure, comme ça, on construit un peu des parcours pour les personnes et qu'on arrive à organiser des rencontres. Voilà. S'il vous plaît. Oui. Je pense aux salles de spectacle, justement. La plupart sont équipées de boucles magnétiques comme les cinémas. Normalement, les salles de concert, c'est obligatoire. Non, normalement, depuis la loi de 2005, bah si, mais bon... Oui, il y a beaucoup de choses qui c'est ça. sont pas mises en place. Après, Et après, vous intervenez ponctuellement, quoi, c'est ça, en tant que... nous, on a un acteur culturel et du coup, nous, on a une salle de... Voilà, et on travaille avec plein de réseaux et de structures. Après, par exemple, à titre d'exemple sur la dispositive, nous, à l'UBU, on a des boucles magnétiques individuelles, mais c'est du matériel qui va très vite, qui change très vite. Là, aujourd'hui, on est déjà sur des systèmes maintenant d'applications Bluetooth voilà, qui fonctionneraient apparemment bien mieux. Donc il y a aussi les acteurs culturels, ils achètent du matériel, puis 3 ans après, il est plus... voilà. Le matériel... Tu veux dire par rapport aux appareils auditifs ? Ouais, mais enfin, en même temps, c'est pas super au point, parce que je suis à l'affût, moi, justement, des retours des visiteurs, et c'est pas encore au point. Puis c'est pareil, tout le monde ne maîtrise pas. On a certains malentendants qui ont des bons appareils auditifs assez coûteux, qui sont pas le modèle de base et qui n'ont pas besoin de nos boucles magnétiques à nous, qui ont leur appareil qui est déjà doté de tout ça et qui n'ont pas du tout besoin que nous on prête des choses, mais c'est pas les modèles de base qui seront remboursés par la Sécu. Enfin bon, donc il y a un peu toutes les situations aussi chez les personnes malentendantes. Et donc il y a des gens qui ont besoin de nous et d'autres qui ont des choses plus sophistiquées qui n'ont pas besoin. Mais nous, je dirais qu'on est surtout utile souvent à ceux qui ont le plus de difficultés. Parce que d'aider ceux qui sont déjà bien équipés, bien informés, on n'aurait pas de mérite. Ça fait un peu une transition sur ce qu'on avait envie de parler, c'était donc en effet l'accessibilité des lieux et des dispositifs. C'est le moment où Sylvie fait une petite couche bâtiment, règles, normes. C'est pas nécessaire. Si vous avez besoin, on peut en parler. Mais non, mais voilà, il existe pas mal de dispositifs quand même. Ouais, il y a des équipements, des aménagements, il y a des normes, mais qui sont un peu aussi dépassées. Donc souvent, il vaut mieux tenir compte de l'usage, mais de l'usage global. Il ne s'agit pas d'avoir son handicapé de service. Pardon, des fois j'ai des formules pas toujours très politiquement correctes, mais bon. Ah oui, bon, c'est pas grave. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir sa personne. Normalement, il faut essayer de croiser différents avis, différents usagers. Parce qu'il ne faut pas que votre bâtiment, votre structure, elle soit équipée seulement à Monsieur Dupont. Il faut que Monsieur Martin s'y retrouve aussi. Et selon les personnes, c'est un peu... chacun a sa propre difficulté, son propre handicap.
Et donc, il y a plein de façons de mal entendre, comme il y a plein de façons de mal voir. Et donc, si vous n'adaptez qu'à une seule personne, ce sera frustrant pour d'autres, puisque si on n'est plus sur des questions musicales, on va parler plus de l'audition, mais il y a des personnes pour qui ce sera une déficience de naissance et d'autres avec qui ça viendra du fait du vieillissement. Donc évidemment, les besoins, les moyens de compensation ne sont pas du tout les mêmes. En plus, parfois, quand il s'agit des personnes âgées, ça peut se cumuler avec d'autres difficultés, notamment la baisse de la vue, la baisse de la mobilité et un peu parfois des petits soucis cognitifs qui s'ajoutent. Donc évidemment, chaque personne est bien unique dans son genre et il faut essayer de tenir compte de tout ça. Donc, la force, c'est entre guillemets, la force de la musique, c'est quand même que je trouve plutôt, pour travailler pour un festival de musique, des fois on se compare à d'autres, on échange avec d'autres festivals qui n'ont pas forcément la même discipline que nous. Et c'est vrai que la musique, c'est fédérateur et c'est plus facile, par exemple, à travailler, je trouve, que d'autres disciplines. Donc, utiliser cette force de la musique pour pouvoir faire des choses avec des personnes en situation de handicap, parce que finalement, c'est assez facile. C'est un objet qui se manie. Tout le monde a quasiment pour un moment écouté de la musique. Les sourds, ça peut être parfois compliqué, mais il y a la notion, les vibrations. Il y a les vibrations, il y a plein mal de choses. Voilà, c'est assez fédérateur là où des fois ça peut être même compliqué. si, je ne sais pas toi où tu en es par rapport aux gilets vibrants, par exemple. Moi, j'ai été déçue. Et pourtant, c'était du ACDC que j'ai testé. Les gilets vibrants, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des gilets qui viennent retranscrire du coup la vibration de la musique. Donc ça, c'est connecté à la console son directement. Là, j'ai vu qu'il y en avait même sans... il y en avait qui sortaient là, qui sortaient sans console son, donc qui étaient par IA. Ah ouais. Ouais, qui vient retranscrire du coup le son. Je sais pas comment ça a fait pour capter le son de... En tout cas, voilà. Oui, parce que ça peut faire partie de contraintes. C'est qu'il faut que ce soit de la musique sonorisée. Oui, il faut que ce soit de la musique sonorisée, tout à fait. Après, là, il y a des nouvelles celtiques. Ça vibre d'une seule manière ou alors avec une intensité Il y a des intensités. Ça varie selon l'intensité. Moi, j'ai eu l'occasion d'essayer, mais je ne reconnaissais pas, par exemple, je ne ressentais pas la rythmique, ou je ne retrouvais pas une mélodie, ou alors j'étais encore très concentrée sur ce que j'entendais, mais du coup, j'avais du mal à retranscrire ce que je ressentais avec le gilet et ce que j'entendais. Voilà, du coup. Je ne sais pas si c'est très clair. Ça parasite en fait. Non, mais du coup, c'est une expérience. Je me suis dit, il fallait que je renouvelle pour essayer de comprendre. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la pression acoustique. Il y a une basse qui nous fond le ventre. Moi, je sais que j'avais essayé, mais on nous avait recommandé de mettre des bouchons d'oreilles et un casque en plus. Oui. Et du coup, c'est pas. Enfin voilà, c'était dans une position de personne sourde ou malentendante. Et donc là, on est dans une expérience vraiment une autre expérience de la musique en fait, qui passe par les vibrations. Et là, c'est vraiment très corporel, quoi. C'est assez étonnant. Là, ça le faisait plus. Du coup, on ne compare pas en fait. On n'est pas en train de comparer ce qu'on est en train d'entendre. Ouais, de traduire. J'ai presque envie de retrouver des éléments. Voilà. Et juste une petite question, les retours des personnes concernées. Enfin, je ne sais pas si vous avez pu l'expérimenter du coup avec des personnes vraiment sourdes ou malentendantes. Alors ça va dépendre. Comme tout, nous on avait fait par exemple un gros travail avec un IES, donc un institut éduco-social. En tout cas c'était des jeunes sourds en formation et du coup on était venus faire un projet de résidence artistique, voilà, et donc ils ont fait pas mal de concerts et tout. Et il y en a qui adorent et il y en a qui détestent. Voilà. Et comme souvent les dispositifs, voilà, il y en a tout simplement en fait être devant les basses. Ça suffit. Voilà, par exemple, nous, au Transmusical, les gilets, au Parc Expo, des fois on l'a mis en place, mais on avait peu de demandes. Et en fait, nous, quand par exemple on est au Parc Expo, au Hall 5, il n'y a pas besoin de gilet. Tu rentres dans le hall, tu ressens la vibration. Donc ça va dépendre. Ça va dépendre de tout. Ils sont élégants ces gilets ou alors c'est un dispositif? Ça fait un peu Tortue Ninja. Mais
mais un peu classe, quoi. Ça fait voilà. Et en fait, à la base, je crois que c'était construit pour du jeu vidéo. C'est un détournement. Ça n'a pas été construit. Le fabricant, il n'a pas construit ça pour les personnes sourdes à la base. Il a fait ça pour faire un truc immersif. Tu es en train de jouer, du coup, tu as les vibrations de ton jeu. Tu vas te prendre une balle, ça vibre, etc. Et du coup, je pense que ça marchait pas des masses parce que ça coûte très cher à l'achat. Donc, voilà, je sais pas, tu étais en voiture, voilà. Et du coup, ça a été un truc détourné. Et là, j'ai vu qu'ils sortaient des capsules sensorielles. Je sais pas si tu as pu en tester une, toi, ou pas. C'est du coup juste comme un cercle, c'est un rond, quoi, comme une petite enceinte, et tu viens mettre ta main. Du coup, ça vient vibrer sur ta main, ça ne fait pas sur ton corps. Voilà. Ouais, c'est des boules vibrantes. Ouais. Ah, d'accord. On louait des colonnes vibrantes. C'est une asso de Mayenne, Kestandi, qui avait ça aussi. On faisait appel à eux parce qu'il y avait un côté, ça pouvait se partager. C'était donc comme une colonne il fallait mettre les mains sur la colonne et on ressentait les vibrations. Et il y avait aussi de la lumière qui évoluait selon le son. J'ai l'impression que c'est en perte de vitesse depuis les gilets maintenant, mais ça a un côté convivial. Le fait c'était rassembleur, les colonnes. Après, ce type de matériel n'allait pas forcément. Si vous allez regarder les prix, ça fait peur. Ça fait très peur. Il faut, nous par exemple à Rennes, on les mutualise. La ville, nous, on a acheté. C'est la salle de la cité, on peut les emprunter. Il y a il y a un planning, etc. Donc, une des premières choses aussi, c'est de vous rapprocher de vos réseaux. Normalement, dans toutes les villes, il y a des référents accessibilité. Et aussi en piste, là j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, que maintenant dans les conservatoires aussi, il devait y avoir des référents accessibilité dans les conservatoires. Donc ça peut être sur la musique, des personnes aussi relaient de manière assez importante qui travaillent ces questions-là. Et qui ont peut-être notamment du matériel. Par exemple, je sais que les conservatoires auraient peut-être notamment du matériel, des instruments. Pour les instruments accessibles. Alors, je ne m'y connais pas assez en pratique musicale pour vous en dire plus. Mais apparemment, il y a des choses avec des petits logiciels de MAO, etc. Voilà. Donc, typiquement, je vous dis nous, ça nous s'est dit qu'on viendrait peut-être leur demander de nous prêter ce type de matériel quand nous, on fait des résidences d'artistes, etc. Ça pourrait être intéressant. Je pense à ça, il y a une visite du conservatoire demain matin. Et donc ce serait peut-être l'occasion, parce qu'on a une collègue, je ne sais pas si elle sera là pour la visite, mais n'hésitez pas à poser la question aux collègues du conservatoire, ça peut être une question intéressante. Sinon, pour ceux qui sont Élise, oui, c'est Élise, du coup. Il faudrait lui demander, et puis après on pourrait renvoyer l'info. Et Sylvie, toi, souvent on se pose du coup la question de la formation, parce que c'est un peu quand même, c'est un peu la base, on se disait, d'être pas forcément formé, pas forcément aller à une formation de 35 heures sur comment accueillir les personnes en situation de handicap, mais quand même se former à ces questions-là, s'interroger, tout ça. Et donc toi, tu utilises... ta petite technique. Tu veux que je parle de sensibilisation. Voilà, ta technique, comment tu fais En fait, alors les chants libres, ça a 20 ans. C'est tout. Ces temps-ci, la période d'anniversaire, on n'a pas pu fêter du fait des élections municipales, mais et donc ça a été un principe depuis le départ. Comme c'est un grand bâtiment, un ERP de première catégorie, la formation et l'évacuation, elle est obligatoire. Et en fait, on avait décidé ça au tout début et on continue à le faire parce qu'on voit que c'est efficace. Vu que on tient les gens pour l'évacuation, alors je ne suis pas prévue selon eux, mais j'interviens tant qu'on les tient. Et je leur parle des différents publics, âgés, handicapés, malades, je leur donne des bonnes pratiques d'accueil.
Alors c'est aussi bien de dire c'est pas grave de dire voir ou regarder à une personne aveugle, mais par contre c'est très pénible de lui dire là ou ici. Enfin, vous voyez, c'est des trucs très, très pratiques comme ça. On donne des exemples, genre normalement on s'appuie pas sur le fauteuil roulant de quelqu'un, enfin, ou à moins qu'on connaisse bien la personne, une personne déficiente intellectuelle, on la vous voit si c'est un adulte. Enfin, c'est des trucs tout cons comme ça, hein, mais et c'est apprécié en général de la part des visiteurs et des collègues. Et parce qu'on est parti du principe que depuis le début, qu'un collègue, même si son boulot, c'est pas du tout d'être au public, même pour ceux qui montent des expos ou qui sont à la compta, au hasard des couloirs ou d'aller faire un tour, mine de rien, dans le bâtiment, ils peuvent être aidants. Et puis de toute façon, ça peut leur servir dans la vie courante, c'est pas interdit. Et aussi par rapport aux autres collègues, parce que de toute façon, il n'y a pas deux sortes de gens, les visiteurs et puis et les collègues de plus en plus, et heureusement, il y a des collègues handicapés, soit depuis toujours, soit ça s'acquiert avec la vie, quoi. Et c'est aussi bien si c'est dans la culture du bâtiment de favoriser l'accueil de tous les publics, que ce soit des personnes handicapées ou malades. On sait de plus en plus que de toute façon, les difficultés, il y en a priori que 20% qui sont visibles. Et donc, si vous avez un collègue qui a un diabète ça va pas se voir, et pourtant c'est une maladie qui a des incidences sur les sens, sur une grande fatigabilité. Enfin, il y a plein de raisons d'être mal foutu. Et bon, si on part de ce principe-là, si on sensibilise toute une structure, on a plus de chances que ça se passe mieux pour tout le monde, quoi. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on attire votre attention sur l'information, sur la façon de communiquer. Et moi, j'y tiens beaucoup. Parce que on peut avoir un super bâtiment bien équipé et tout, avec les normes qui vont bien, et puis des bons concerts, des bons spectacles, des visites adaptées. Et sauf que si on ne communique pas de façon adaptée, ou alors si on ne le fait pas comme il faut, ça sert à rien en fait. Et enfin, j'ai toujours l'exemple de collègues d'un équipement qui ont organisé une visite tactile. Il y a un musée en Finistère, et ils étaient super déçus parce que ils avaient eu personne, et ils avaient juste fait mettre un article dans Ouest France. Donc Ouest France est très lu, mais peut-être pas par tous les aveugles du coin. Donc c'est un peu con, quoi. Il faut essayer d'avoir un minimum de jugeote, de bon sens. Et bon, alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens que c'est pas à faire l'article dans Ouest France, mais c'est plutôt que le risque, c'est que vous avez votre voisine qui dit « Ah, j'ai lu un article dans le journal, ça parlait de trucs, ça avait l'air bien, hein, ce serait bien pour toi. » Alors je sais plus où c'était, mais ça avait l'air bien. Et enfin voilà, vous récupérez des informations comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut quand même essayer de communiquer dans les réseaux qui vont bien, auprès des assos, mais pas que, parce qu'il y a plein de gens qui ne souhaitent pas être adhérents à des assos, et puis qu'il n'y en a pas toujours partout. Et que souvent ces associations, elles fonctionnent avec une poignée de bénévoles qui sont de bonne volonté mais pas toujours dispo, et qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord. Donc il ne faut pas tout miser non plus sur les assos. Il y a des réseaux
des sites internet qui relaient les infos culturelles, il y a des réseaux appropriés, quoi. Et puis, l'idéal, c'est de vous faire votre petit listing de personnes intéressées par les rendez-vous amplifiés, par exemple, ou les rendez-vous en langue des signes. Ne faites pas un fichier sourd, un fichier malentendant, vous n'avez pas le droit. Donc, vous faites un fichier de personnes intéressées par les rendez-vous amplifiés. Parce que c'est des données sensibles, vous pouvez vous faire aligner par la CNIL ou des choses comme ça, parce que vous n'avez pas le droit d'écrire quelque part qu'une personne est sourde ou malentendante. Donc il faut détourner un petit peu le truc voilà. Mais une fois qu'on le sait, après on s'organise. Et c'est logique, parce que c'est des données sensibles, quoi. Mais donc, idéalement, vous faites votre petite liste de personnes qui sont intéressées par des rendez-vous comme ça, ou pour ce qui est des personnes aveugles ou malvoyantes, ils sont intéressés donc par des dispositifs tactiles ou audio. Et puis voilà, comme ça, vous envoyez à la personne l'info qui va bien, ça tombe tout de suite dans sa boîte mail, et puis voilà. Alors nous, au Champ Libre, on pousse jusqu'à avoir une lettre d'info pour les aveugles et les malvoyants, qu'on envoie à 350 contacts par mail, et puis on l'envoie même en gros caractères et en braille au domicile des gens. On pousse un peu, parce qu'il paraît qu'on est les seuls en France à faire ça. C'est vrai ? Oui. Oui. Mais on a 12 personnes à qui on envoie ça en braille, au domicile, et on en a 22 à qui on envoie ça au gros caractère. Mais c'est parce que c'est des gens qui ne se mettront jamais à l'informatique adaptée, donc il faut bien aussi. Sinon, on informe toujours ceux qui ont déjà l'info, donc il faut essayer d'aller les chercher partout. Et donc, voilà. Mais idéalement, oui, il faut se faire ces petites listes de diffusion pour envoyer aux gens directement dans leur... Parce que y a tellement d'infos, mais en fait, c'est souvent quand même fastidieux d'aller sur les différents sites internet. Et puis en plus vous ne trouvez pas l'info tout de suite parce que les sites c'est pas toujours accessible, il y a toujours un tas de blabla. Les programmes maintenant c'est un peu dommage, là je vais parler pour ma chapelle d'aveugles, c'est que maintenant beaucoup de gens se sont mis au FALC, mais du coup ils ont oublié de faire un bête document Word, parce que, par exemple, on a eu un festival, la rue des Livres, je leur ai réclamé le programme et on m'a renvoyé le FALC. Non mais moi j'ai pas de problème de compréhension, je veux juste savoir quel écrivain vient. Et j'ai pas réussi à avoir l'info. Parce que ils ont l'impression que le FALC remplace tout. Non, en fait, le facile à lire et à comprendre. C'est une façon de rédiger de façon assez simplifiée. C'est très utile pour des personnes qui ont des déficits intellectuels. D'ailleurs, pour que ce soit nommé FALC, il faut que ce soit validé par des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et il se trouve que ces documents, rédigés de façon assez simple, peuvent être super pratiques pour une personne qui a des troubles cognitifs, un sourd signant qui ne parle pas très bien le français, tous les publics allophones. Pour eux, c'est assez basique, assez pratique, parce que ça va te dire... voilà, le festival rue des Livres, ça donne des animations, ça va expliquer ce qu'est le festival et où ça a lieu, mais ça donne pas tout le programme. Donc, le problème, c'est qu'il y a plein de difficultés différentes. Une personne aveugle n'a pas les mêmes besoins qu'un déficient intellectuel. Il ne faut pas tout confondre. Et donc, ce qui est très motivant pour se lever le matin, c'est d'essayer de se dire qu'on va essayer de trouver des solutions pour tout le monde. C'est un peu... mais c'est pas évident. Et en plus,
idéalement, il ne faut pas les mélanger. Parce que si vous mélangez dans une visite un sourd et un aveugle, ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc, vous allez avoir du mal je ne sais pas, si vous, dans vos lieux, si vous mettez en place des expos, si vous faites une visite interprétée en langue des signes, il ne faut pas que vous parliez pendant que vous vous déplacez, parce que la personne sourde ne pourra pas regarder les vitrines, il ne pourra pas regarder l'interprète pendant le déplacement. Il faut, et tandis que si vous avez des personnes aveugles, il faut que vous continuez à parler, parce que ça va l'aider à savoir dans quelle direction aller. Donc ça prouve bien que les besoins ne sont pas les mêmes, mais c'est logique. Si vous faites une visite, s'il y a un interprète en langue étrangère, l'interprète il va pas parler à la fois espagnol et italien en même temps. Il y a eu une tentative de mélange des langues qui était l'espéranto, ça n'a pas pris. Bon, voilà. Et dans le handicap, c'est pareil, il faut essayer de penser à tout le monde, mais pas se dire que l'accessibilité universelle, elle est tout le temps au même moment, enfin voilà quoi. Et c'est pas grave, on tend vers ça, mais on ne peut pas le faire en permanence et sur tous les sujets quoi. Un truc tout con dans l'information, on donne l'heure de début, mais on donne aussi la durée. Parce qu'il y a plein de gens pour qui c'est important de savoir à quelle heure ça va terminer. Alors je sais, pour les concerts, c'est compliqué. Mais si vous avez besoin d'un transport, si vous avez besoin d'être accompagné d'un auxiliaire de vie que vous rémunérez, ou de quelqu'un qui va revenir vous chercher, enfin, c'est important d'avoir la durée. C'est essentiel. Aussi, dans les informations, c'est bien de savoir si c'est assis, si c'est debout. Y a des trucs comme ça tout bêtes, quoi. Si vous avez il y a tout un tas de choses en termes de lisibilité des programmes, des infos. Alors je sais pas combien on est, mais sans parler des malvoyants, je sais pas, on est 15, je crois, enfin... 15-20 ? Ouais, à peu près. Ouais. Donc là, dans toute notre assistance, là, il y en a au moins 12 qui ont des lunettes ou des lentilles. À peu près. C'est pas... écoute, c'est une petite moitié. Ouais. Pas si mal. On va pas les voir. Non, mais en vrai, je vois, c'était une plaisanterie. Non, mais c'est statistique, en fait. J'ai aucun mérite, c'est statistique. Il y a 2 Français sur 3 qui portent des lentilles ou des lunettes. Et donc, évidemment, ça ne fait pas d'eux des malvoyants, reconnus comme tels, mais ça fait des personnes qui ont des yeux fragiles et qu'il faut ménager. Parce que l'environnement d'un équipement culturel, c'est 90% qui repose sur la vue. Et donc, si vous mettez un texte en rouge sur du violet, c'est joli 2 secondes, quoi. Mais c'est illisible. Et vos publics, ils n'auront pas l'info, et puis ça va les gaver. Parce que le cerveau, il n'envoie pas l'info, j'arrive pas bien à lire, il envoie, ça ne m'intéresse pas. Donc, du coup, ce ne sera pas utile. Donc il faut essayer, on peut faire des trucs jolis, mais lisibles quand même. Il faut y penser parce que vous ne rendrez pas service qu'aux malvoyants, mais aussi aussi à ceux qui ont une légère malvoyance qui est corrigée quoi, avec lunettes ou lentilles. Aussi, ce qui est tout bête, c'est de mettre des caractères utiles. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique pourquoi 02.23.40.6600. Pourquoi ce point qui ne sert à rien, mais qui fatigue la lisibilité pour quelqu'un qui voit mal. Mine de rien, idéalement, il ne faudrait que des caractères utiles.
Et puis, on n'est pas aux États-Unis, le 0,2, 2, 3, 4. Enfin, nous, en France, en fait, on retient des chiffres par 2. 0,2, 23, 40, 66, 00. C'est le numéro des champs libres, vous allez finir par le savoir par cœur. Et donc, les points, les tirets, c'est très pénible pour quelqu'un qui voit mal, parce que ça fait un caractère à lire qui n'est pas utile, ça entraîne de la fatigue visuelle. En braille, c'est pareil, ça sert à rien. Et à écouter en sonore, c'est pareil, ça sert à rien, ça fatigue. Donc, franchement, mettez pas de ça dans vos numéros. Mettez un espace. Ouais, franchement, ce sera le plus simple. Ah, et puis ça suppose évidemment que vous n'ayez pas de signature en format image. Parce que moi, la plupart du temps, les signatures des gens, en fait, je n'arrive pas à les lire parce que c'est en format image. Et un lecteur d'écran, il ne lira pas. Je me permets de rebondir parce que quand je suis arrivée pour un événement... Tu t'es grondée. Tu m'as pas grondée, en fait, tu m'as fait remarquer, en fait, par facilité, je transmettais par mail, on va dire le visuel, enfin l'affiche, en gros. Et en fait, c'est Sylvie qui m'a dit, mais en fait, quand tu envoies une image, moi, je peux pas la lire, donc j'ai besoin que tu me mettes ça, en fait. Et en fait, après, la stratégie, c'est que j'envoie l'image, mais je fais juste au plaisir de vous retrouver. Je mets la date, le jour, l'horaire, et quoi. Ça complète le message pour tout le monde, mais en fait, c'est pas juste l'image, parce que du coup, Sylvie, tu pouvais pas voir la traduction, du coup. Ouais. Le logiciel qui lit ce qui s'affiche à l'écran pour vous, si c'est une image, il voit rien. Ce qui est un truc aussi tout bête, c'est si vous faites des rendez-vous pour des publics âgés, handicapés, malades, tout ça. Le côté, dans le cadre de nos activités pour tous les publics, nous vous proposons des rendez-vous adaptés au gna. Mais je m'en fous, je veux savoir quand est-ce qu'elle est ta visite tactile. Et en plus, on perd un temps fou comme ça et c'est humiliant. Enfin, quand vous faites un truc jeune public, vous dites pas dans le cadre de nos rendez-vous gna pour tous les publics. Qu'est-ce que c'est? C'est juste pour se faire plaisir dans les rapports d'activité, de dire on a fait tant de trucs, mais les publics s'en foutent de ça. Donc il faut arrêter avec les blabla qui servent à rien là. Il faut juste donner l'info pratique. Paf, on a un concert avec l'amplification et voilà. Parce que le public, il a besoin d'infos utiles. Donc voilà. Quelle heure il est, vous faites? Parce que moi je papote, mais il est 17h25. Ouais, parce qu'on avait dit qu'il fallait qu'on vous laisse du temps pour si vous avez des questions, je pense. Mais, tu as dit pas mal de choses qu'on s'était. Oui, je suis en train de regarder. Ouais. Et c'est vrai. Peut-être aussi, moi, pour compléter ça, je trouve que de plus en plus, nous, on a des retours de personnes et de tout le monde qui disent que ce qui est hyper important, c'est évidemment le rendez-vous, tout ça, mais aussi les infos pratiques sur le rendez-vous et déjà les infos pratiques de votre lieu. Nous, par exemple, sur une salle de concert, on a plein de gens qui nous disent l'étape de savoir que c'est Dynamite Shakers le 2 avril, machin. Déjà, il faudrait savoir c'est quoi l'UBU, c'est où dans la ville, etc. Et en fait, c'est déjà le cas pareil pour dans vos lieux, en fait. Et il y a beaucoup la question de faire découvrir le lieu avant de faire découvrir la programmation. Et donc, si vous avez des structures dans vos réseaux, etc., invitez-les à découvrir les lieux. Plutôt commencer par faire des visites de salles, etc. Et après, dans un second temps, on peut imaginer de venir à un rendez-vous. Nous, on travaille de plus en plus à la prépa, en fonction des personnes. Quand je pense à, par exemple, des personnes en situation d'autisme, etc., qui sont dans des foyers de vie, jamais on les fait venir à un concert comme ça. Ils vont nous faire une crise déjà rien qu'en passant. Donc on commence 6 mois avant.
On les fait venir quand il n'y a personne, on les fait venir quand il y a une ouverture, on fait une ouverture de balance, on fait une initiation à la technique, etc. Et on gagne comme ça, donc oubliez pas. Et là, on parle pour des personnes en situation de handicap, mais nous, par exemple, on travaille avec le Pass Culture, qui est l'application, peut-être vous voyez, pour les jeunes. Et ils faisaient une newsletter d'information sur pourquoi les jeunes ne viennent pas forcément dans nos lieux. Et ils disaient, un des trucs qui revient, c'est déjà pareil, les infos pratiques. Ils ont besoin en fait d'être rassurés, de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, est-ce qu'il y a un truc qu'on peut manger, est-ce que c'est ouvert, est-ce que c'est gratuit, etc. Donc voilà, on peut dire les infos pratiques du lieu avant même de penser programmation derrière. Ouais. Alors c'est vrai que quand il y a un temps où il faut que les publics apprivoisent un peu vos lieux, vos collections, se sentent bien à l'aise, après aussi c'est bien que ce que vous faites soit visible de tous les publics, parce que justement dans les publics valides, il y en a forcément qui dans leur entourage ont un voisin et qui pourront éventuellement être vecteurs d'infos. Donc ça peut être, et c'est important que ce que vous faites soit visible, quoi. Puis en termes d'image, c'est assez payant. Est-ce que vous avez des... Ouais, il y a une question en face. On a beaucoup parlé d'événementiel, mais c'est vrai que moi je me pose aussi beaucoup la question de l'accessibilité des collections pour favoriser aussi un usage quotidien en fait, des personnes en situation de handicap, et aussi de pouvoir favoriser vraiment leur autonomie dans la fréquentation du lieu. Et moi je me posais la question, parce qu'on sait évidemment qu'on a toujours des contraintes au niveau budgétaire, etc. Et de qu'est-ce qui serait vraiment, on va dire, indispensable en termes d'aménagement, alors soit du lieu, soit vraiment des collections en tant que telles. Je pense par exemple la signalétique, aux cotes qu'on peut avoir sur nos documents. C'est vrai que moi je pense par exemple que nos collections ne sont pas du tout adaptées pour des personnes aveugles par exemple. Je me dis c'est... Les nôtres non plus. Et donc je me dis qu'est-ce qu'on pourrait... parce que en fait c'est clairement... nous à Vénition on a beaucoup de personnes en situation de handicap qui viennent, et notamment parce qu'on a des partenariats de longue date avec les IME, la DAPI, etc. qui viennent vraiment très fréquemment, et c'est super de voir que ces personnes arrivent ensuite à venir de manière autonome, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'on a vraiment un public qui est absent, c'est les personnes aveugles. Et ça, je me dis, est-ce que, dans un sens, je me dis que ce serait super de pouvoir faire la promotion de ce lieu, mais en même temps, j'ai un petit peu peur du décalage en faisant la promotion, en leur disant venez, etc. Sauf que si ni le bâtiment, ni les collections ne sont adaptées, j'ai peur aussi qu'on crée un effet de frustration et de déception. Voilà, donc c'est un peu... si vous avez des collections musicales déjà, c'est attrayant. Après, votre bâtiment, je ne sais pas comment il est aménagé. C'est vrai qu'il y a des obligations, et puis il y a des choses qui peuvent se faire quand il y a des rénovations. Par exemple, nous, quand on a refait le 4e étage de la bibliothèque, par exemple, il y a une bande de guidage qui n'a pas l'air d'être une bande de guidage, parce que c'est 2 sols différents. Il y a une partie grise et une autre partie verte. Avec des textures différentes aussi. Voilà. Et parce que j'ai un petit doute maintenant sur les couleurs, parce que ça fait longtemps. Parce que j'avoue d'être à l'origine de l'idée. Et parce que il y a plein de gens qui, je pense, ne savent pas que c'est une bande de guidage. Parce que c'est joli, c'est 2 sols différents, et puis c'est bien contrasté visuellement et tactilement, quoi. Et des fois, c'est pas forcément si compliqué que ça en termes d'aménagement. Il y a l'éclairage qui est important, la signalétique, vous l'avez dite, donc avec des pictogrammes et puis du texte, comme ça normalement vous satisfaisez, vous satisfaites, vous donnerez satisfaction, voilà, donc à tous les publics, que ce soit des personnes
qui lisent ou pas, des personnes qui ont une plus ou moins bonne vue, enfin voilà. Et puis, la base en vrai, c'est l'accompagnement, c'est les humains. Et bon, alors ça peut se faire spontanément ou sur rendez-vous si vous n'êtes pas très nombreux. Les collègues à la bibliothèque, le vendredi après-midi, il y a une permanence du service accessibilité de la bibliothèque. Et si des personnes ne viennent pas à ce moment-là, elles prennent rendez-vous. Et d'ailleurs, je rebondis, mais par exemple, cette petite permanence, c'est l'occasion de boire un café, discuter ensemble. Et maintenant, les jours de concert, en fait, c'est l'occasion de parler du groupe qu'il va y avoir. Et moi, je réserve toujours des places. On me dit combien de places je dois garder. Et maintenant, j'ai un public qui a pris l'habitude de descendre, 2 étages en dessous, où on a fait en sorte que ça s'enchaîne. Que la permanence se termine à 17h, et les collègues de la permanence descendent les personnes aveugles ou malvoyantes au concert qui va commencer à 17h30. Elles ont des places réservées. Puis après, on se met d'accord pour les raccompagner jusqu'à l'ascenseur. Elles ont l'information, elles savent jusqu'à quelle heure elles peuvent rester. Mais on a été aussi un peu stratégique sur l'enchaînement du coup, et maintenant on se met d'accord avec les collègues pour que lors de la permanence, ils parlent du concert qui a lieu juste après. Oui, puis peut-être là comme ça, en petit conseil, je pensais à 2 choses. Évidemment, il faut échanger avec ces personnes-là, ça se trouve, et ils vont vous dire que des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé dans vos collections, dire « Ah, mais ça, nous déjà, avoir accès à ça, c'est super, etc. » Voilà, peut-être même de visiter le lieu, commencer à faire une rapide visite tactile de l'espace, etc. Ça se trouve, si déjà vous avez un lieu où on peut prendre un café et il y a des canapés, des fois c'est juste sympa dans une ville de pouvoir venir traîner entre... Voilà. Donc interroger les personnes. Et des fois il y a des petits trucs, je pensais par exemple au Marius de l'audio-description. Je sais pas si vous avez des DVD, mais par exemple, toi tu fais une remise de prix pour chaque année le meilleur... Je ne m'attendais pas à parler de ça. Mais tu vois, typiquement, je me disais, dans une collection, tu peux dire, ce film-là, il a gagné le Marius de l'audio-description. Finalement, on met bien des étiquettes, coup de cœur des bibliothécaires. Voilà, tu vois, c'est des petites choses où je me dis, parce que pareil, le DVD, comme ça, on pourrait se dire c'est lequel cette année qui a eu le prix déjà ? C'est Dossier 137. Ah oui, c'est ça. Je l'ai vu. Super film. Bon voilà, du coup, ça peut être l'occasion de mettre en avant, je me dis, un autre regard sur des fois l'accessibilité. De faire une visite pour découvrir la bibliothèque. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Comment c'est foutu ? Enfin voilà, ça peut inciter les personnes à venir. Il y a des personnes référentes dans les médiathèques départementales sur les questions d'accessibilité. Oui, parce que c'est pareil, ça peut être des bons conseils sur l'aspect bâtiment signalétique. Ouais, souvent il y en a. Je sais que normalement tu dois en avoir dans ta ville ou ta métropole. C'est aussi à eux de s'engager sur les bâtiments. Et avec ces services-là, justement, c'est possible de mettre en place des groupes de testeurs aussi, qui viennent, des personnes concernées, qui viennent et qui testent le bâtiment en disant ok, après coup, tel endroit c'est pas adapté pour tel type de personnes. Vous avez aussi des testeurs, je dirais, plus objectifs. Qui sont, il y a le label tourisme et handicap qui teste aussi maintenant, qui peut évaluer des médiathèques, des bibliothèques. À la base, c'était des sites touristiques qui, pour le label, c'était des musées, des hôtels, et puis ça s'est élargi aux bibliothèques. Et là, il y a vraiment une grille d'évaluation avec des critères fiables. Voilà, c'est la porte, elle mesure tant de largeur, ça passe ou ça passe pas. Et c'est parce que, comme on disait tout à l'heure, ça peut être sympa les personnes, mais c'est pas toujours objectif. Quelqu'un qui ne lit pas le braille vous dira bon non, le braille ça sert à rien. C'est un peu plus compliqué que ça. Le braille en bibliothèque, ça prend
classe, donc vous allez peut-être pas vous mettre tout de suite au braille musical. Et c'est une horreur. Mais non, moi j'ai arrêté de jouer de la trompette une fois que j'ai plus vu du tout, mais parce que c'est trop compliqué. Mais c'est vrai que on peut croire qu'on fait bien en consultant que quelques personnes, mais il y a des moyens objectifs de se renseigner et d'être sûr que ça fonctionne avec la grande majorité du public concerné, quoi. Méfiez-vous aussi du fait que malheureusement un handicap n'est pas un paratonnerre, ça n'empêche pas d'en avoir d'autres et d'avoir d'autres difficultés. Il ne faut pas croire qu'une personne qui voit pas ou voit mal aura une super audition. Et puis du fait du vieillissement de la population, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment des gens qui cumulent. Et ça, c'est une petite difficulté. Est-ce qu'il y avait peut-être d'autres questions ? Je vous remercie de toutes ces informations, c'est vraiment très intéressant tout ça. Et ça me semble essentiel. J'ai une expérience assez personnelle. Ma mère est malentendante de naissance, elle a 65 ans actuellement. Et il y a tellement eu de lieux et d'espaces culturels qui n'étaient pas adaptés à elle qu'aujourd'hui elle considère que c'est pas pour elle la culture. Ouais. En fait, je pourrais essayer de lui dire que partout, dans le territoire des champs libres, par exemple, sont parfaitement équipés d'une boucle magnétique et autres. Elle a eu trop de mauvaises expériences pour tenter en fait. Elle s'auto-exclut maintenant de fait. J'ai même l'impression que quand on en discute avec des collègues, le public sourd et malentendant, c'est pas un public facile à faire venir. Oui, c'est pas un public facile à faire venir, mais comme il y en a plein d'autres, hein, il y a plein de gens qui ont, c'est surtout les personnes qui sont handicapées de naissance, on leur a tellement... le barrage. Ouais. Où les expériences sont comme vous dites pour votre maman, et c'est du coup c'est pas pour eux, quoi. Et ce qu'il y a, c'est que quand ils viennent, quand ça marche, c'est vraiment génial. Nous, maintenant, on a des chouettes conférences. On a décidé vas-y, explique ce que c'est. Les chouettes conférences, c'est des conférences à hauteur d'enfant. Ça va être, par exemple, on a eu une égyptologue qui est venue parler du trésor de Toutankhamon. Donc vraiment, c'est des conférences pour les enfants à partir de 7 ans. Et là, on a pris l'habitude aussi d'avoir une traduction à l'SF. Ouais, parce que en fait, les personnes qui ont un handicap de naissance, que ce soit des personnes en fauteuil, des personnes sourdes, des personnes aveugles, n'ont pas eu, et je parle même pas des déficients intellectuels, la scolarité, elle n'a pas été facile pour la plupart, pour plein de raisons. Et donc, ce sont des personnes qui, en plus, se dénigrent totalement d'un point de vue culturel. Ils se disent qu'ils ne vont pas comprendre, qu'ils ne sont pas assez... eux, ils traduisent ça comme pas assez intelligents. Alors que il y a plein de gens... c'est plutôt une histoire de culture et on peut l'acquérir tout à fait autrement. Mais eux, ils ont envie de nous fréquenter pour apprendre des choses. Et c'est un peu compliqué, notamment dans les musées, parce que maintenant, on développe beaucoup de visites et où c'est l'expérience qui domine. Or, on a encore des pans de public qui veulent venir nous voir pour apprendre des choses, parce qu'ils n'en ont pas eu l'occasion. Donc, c'est bien les chouettes conférences, les adultes sourds, ils peuvent y venir, ils apprennent des trucs, mine de rien. Parce que c'est important aussi de pouvoir permettre tout ça. Oui, il y a plein de publics qui ne s'autorisent pas à venir. Moi, par exemple, j'avais une collègue
malentendante pendant des années et qui travaille en bibliothèque, donc je voyais très bien, elle était très autonome. Mais elle ne pratiquait pas du tout la langue des signes, par exemple. Elle ne lisait que sur les lèvres. Donc elle avait un autre souci, elle encore, c'était qu'il fallait qu'elle soit très proche des gens. Donc si c'était une conférence ou c'était un écran, sur écran c'est toujours compliqué parce qu'il fallait qu'elle soit vraiment au plus près pour pouvoir lire sur les lèvres. Ouais, bah, c'est logique, sa langue, c'est le français. Donc c'est normal, elle lit sur les lèvres parce que et c'est les plus nombreux en termes de déficience auditive, ce sont les malentendants qui sont les plus nombreux. Et quelqu'un qui a perdu l'audition avec l'âge, par exemple, ou suite à un traumatisme sonore, quelqu'un qui est exposé à une explosion, par exemple, sa langue, ça restera le français. Et se mettre à la LSF, c'est pas facile. Hein. Et n'oublions pas que la France a interdit la LSF pendant de très nombreuses années jusqu'à la fin du XXe siècle. Donc les générations telles que ma mère, justement, n'ont pas appris la langue. Pourquoi interdit à l'époque c'est parce qu'on n'a pas validiste. La langue des signes a été beaucoup inventée en France et a pu être interdite parce qu'il y a des entendants qui se sont placés dans une position de pouvoir là-dedans. L'ironie, c'est qu'on avait formé des gens aux États-Unis et plus d'un siècle après, ça nous est revenu grâce aux États-Unis en fait. D'accord. Au XXe siècle, il dit. C'est les suites des lois Jules Ferry. En fait, ça interdit les langues régionales, mais aussi la LSF. Parce qu'il fallait une espèce de normalisation de la langue. Il fallait que tout le monde parle le français oral, quoi. Et donc, tout ce qui n'était pas... Donc, c'est valable pour toutes les langues régionales et aussi pour la LSF. Parce que c'était pas le français. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Peut-être aussi si vous aviez... Nous, on croit beaucoup aux bonnes pratiques entre structures. C'est vrai qu'on a la chance d'être sur un territoire qui prend quand même ce sujet assez à cœur. On a un groupe de travail accessibilité de la ville. Du coup, comme je vous disais, il y a Sylvie qui est un peu référente et elle fait ce travail au Champ-Libre, mais elle fait ce travail. Elle est référente en France. En tout cas, elle fait ce travail-là. Souvent, on a plein de sollicitations. Alors, je l'appelle grave quand l'autre fois on avait lu Louvre. Qui était venu nous consulter, puis le centre Pompidou, là, ils sont fermés pour travaux, ils sont venus Non, en tout cas, c'est vrai que voilà, si vous voulez échanger aussi sur des bonnes pratiques, des choses qui ont fonctionné, etc., c'est comme ça qu'on avance en fait. Un truc aussi, c'est bien si quelqu'un, si vous par exemple vous mettez en place des rendez-vous pour des personnes aveugles ou des personnes sourdes, il faut un calendrier commun. Parce que alors, le plus con, c'est si vous mettez un rendez-vous en LSF et paf, le voisin d'une autre commune, il a mis en truc, aussi une conférence ce jour-là. Une visite, c'est un public déjà peu nombreux si le même jour. Bon alors moi je fais un petit calendrier, j'envoie une fois par mois aux collègues des différents équipements culturels. Alors que pour leur rendre service, je mets en rouge ce qui est pour les déficients auditifs et en bleu ce qui est pour les déficients visuels, parce que je sais que mine de rien pour eux ça va les aider à voir rapidement s'il y a un truc le jour où ils veulent programmer quelque chose, il faut que ce soit pratique, quoi. Et ça n'empêche pas que nous, avant-hier, on avait programmé une rencontre en LSF, mais au Triangle, il y avait aussi autre chose en LSF. Donc ça n'empêche pas la surabondance de rendez-vous, mais les sujets étaient très différents. Donc Il y a une question au fond. Ouais. Oui, juste dans notre médiathèque, il y a des prêts d'instruments de musique. J'ai vu que là aussi vous en aviez. Est-ce qu'il y a des retours d'expérience de ça aussi, des prêts d'instruments, d'accessibilité aux instruments de musique? Est-ce que ça
certaines d'entre vous ont déjà testé. Enfin voilà, parce qu'on a. Je réfléchis. Mais c'est vrai que Juste avoir pour toi, des Clarisse. retours. Je réfléchis au chant libre comme ça. Je ne sais. Ah, j'ai une personne alors en fauteuil. Et quand on prête des guitares, tout de suite c'est compliqué, surtout l'accessibilité des fois au chant libre. Ça nécessite d'être accompagné en fait. C'est de l'organisation du coup. J'avais juste eu ce cas-là parce qu'il y avait l'ampli qui prenait beaucoup de place et bref, du coup la personne s'est rendue compte que là en fait fallait qu'elle réorganise une venue accompagnée. Voilà, c'était vraiment sur l'aspect logistique. Mais autrement, non, on n'a pas eu de retour. Moi, j'avais juste jusqu'à moi. En général, moi, non, mais je veux dire, moi, je suis sollicitée quand ça marche pas bien et quand ça roule. Oui, c'est que ça roule. Donc, voilà, c'est la seule expérience que j'ai eue. Du coup, la personne ne pouvait pas récupérer l'ensemble du matériel qu'on pouvait lui prêter pour le prêt d'instruments. Ça me fait penser, il y a une association dont j'ai entendu parler avant-hier qui s'appelle Mèche Musique et Situation de Handicap. Apparemment, la personne est basée à Clermont-Ferrand, mais ça, si j'ai bien compris, ça rayonne un peu sur tout le territoire. Et leur but, c'est de permettre la pratique musicale aux personnes handicapées. Donc ça peut peut-être être une piste pour les uns ou les autres. Et je pense qu'il y a une piste avec le conservatoire aussi, parce qu'ils proposent des ateliers. Enfin voilà, je pense que c'est pareil, une question intéressante à poser. On aurait dû faire une table ronde sur le sujet avec les collègues du conservatoire. Et juste par curiosité, le braille musical, du coup, c'est quoi vous disiez tout à l'heure sur la trompette, je serais curieuse de voir... non, c'est parce que, je sais pas si vous savez, mais le solfège braille, ça existe, mais c'est super compliqué. Moi, quand j'ai vraiment perdu la vue, j'ai essayé de m'y mettre, et puis, oh non. Il y a beaucoup de partitions d'orgue en braille. Ah ouais? Oh, c'est super compliqué. Ça prend de la place. C'est l'instrument des aveugles, en fait. Ouais. Sur le braille, par contre, je me posais la question de l'utilité, par exemple, d'avoir des cotes en braille sur le cul de toujours en CD. Non, c'est pas spécialement utile. Non, parce que la personne, elle va pas aller tâtonner partout. Donc, il faut qu'il y ait une logique dans le truc. Alors, bon, il y a des essais de petits stylos lecteurs qui vocalisent, mais c'est pareil, il faut trouver le bon bac. Et puis, la personne aveugle, elle va pas tout passer tous les CD. Enfin, non, dans ces cas-là, l'accompagnement humain, c'est pas mal. En fait, c'est vrai qu'on se pose toujours la question entre l'équilibre entre essayer de favoriser l'autonomie des personnes, de ne pas non plus les mettre dans une situation où elles se sentent toujours obligées de demander de l'aide, et en même temps être, quelle est la bonne position aussi sur certaines choses. C'est vrai que, avant de venir dans votre médiathèque, la personne elle voyait pas, et après elle verra pas non plus. Et s'il y a bien quelqu'un qui devrait se mettre à mettre du braille partout, mettons un supermarché. Donc, bon, la marge, elle est vous voyez. Donc, la personne, elle s'organise pour ses courses. Bon, elle n'a pas forcément à vous en vouloir si elle n'est pas pleinement autonome à la médiathèque. Puis peut-être il pourrait y avoir, pour le coup, là, le numérique, si vous avez déjà votre liste de collection sur votre site, ou du coup, avec sa synthèse vocale, elle repère avant. Elle peut repérer avant, je pense, de vérifier, c'est sûr que... de vérifier que vos sites internet de listes de collection, des fois ça peut juste être des Word avec des listes de collection à jour, mais au moins... Nous on envoie les nouveautés dans la lettre d'info, il y a une petite pièce jointe en Word, en Arial 16, où il y a les nouveaux DVD, les nouveaux bouquins audio, voilà. Et comme ça les personnes préparent avant... On a une question sur la droite. À propos de l'accessibilité physique, quand le bâtiment n'est pas adapté, est-ce qu'il y a des gens qui ont testé des systèmes de fauteuils avec des chenilles pour monter les marches?
Je cherche des retours d'expérience là-dessus. Non. On est bêtement de plein pied, nous, au Champ Libre. Et après, il y a des ascenseurs, donc je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas.